Mon intérêt pour Grecia a commencé par hasard, en cherchant quelques autres documents dans la bibliothèque Richelieu. Je suis tombée sur la revue Grecia, jusqu'alors complètement inconnue. J'ai poursuivi mes recherches en France et en Grèce pour la compléter, 45 numéros en total, et en 2010, le professeur de l'université capodistриenne, M. Mastrodrimitis, l'a intégré dans sa bibliographie des périodiques grecs. Cette première présentation a eu lieu à l'école INALCO. Le professeur qui est présent, notre ami de la famille, M. Henri Tonnet, m'avait invité pour la présenter. Et vraiment, c'est la première présentation, si vous voulez, mondiale de la revue Grecia. Par la suite, il y a eu 2 présentations. La deuxième, c'était Histoire du Vivliu en Grèce. Et la troisième, c'était à l'université, n'est-ce pas, parmi mes collègues. Tout d'abord, je voudrais vous souligner que cette même revue coïncide entre 1910 et 1912 avec la revue Hellenismos que j'ai étudiée par la suite, dirigée par le professeur Neoklis Kazassis. Grecia est une revue littéraire francophone éditée à Paris de mai 1910 à décembre 1914. Cette présentation générale de Grecia répondra aux questions suivantes. 1. Quel était le contexte historique en Grèce? Le manifeste de la revue, ses éditeurs, ses collaborateurs. Quels besoins son édition a-t-elle voulu combler? 2. Quel genre de texte y trouve-t-on? Qui étaient les Grecs qui y publiaient leurs œuvres? 3. Quelles questions historiques, sociales et politiques sont mises en évidence dans ces pages? Et 4. Quelles sont les premières remarques à propos des sujets sur lesquels elle insiste, de la ligne qu'elle adopte, des thèses qu'elle soutient ou qu'elle évite, de sa position, de son idéologie. Au cours de la première décennie du XXe siècle, de multiples processus et transformations eurent lieu dans la vie sociale, politique et intellectuelle de notre pays, qui trouvèrent finalement leur expression politique dans les élections du 8 août 1910 et dans la montée du vénizelisme, terme qui marque les tendances progressistes de l'époque. Un groupe de lettrés distingués qui possédaient la flamme et la foi en la renaissance de la Grèce compose les 2 comités d'honneur dont les membres constitueront les collaborateurs de Grecia. L'un siège à Paris, l'autre à Athènes. 1. À Paris, Madame Amalia Valsamaki, de la famille connue des entrepreneurs de Bucarest, est nommée présidente, tandis que la présidence à titre honorifique revient à la délégation hellénique à Paris. Parmi ses membres, on compte les académiciens Émile Faguet, Alfred Mézières, parmi d'autres, Anatole France, des universitaires, Alfred Croiset, Hollard, des écrivains, Henri Bataille, Jean Psychari, Jules Laforgue, Henri de Régnier, Chrysafidis, rédacteur du journal Le Gaulois, Valette, directeur du journal Mercure de France, Rodokanakis, directeur de la Nouvelle Revue, et mesdames Viasi Mavrou, Madame Deliani, la duchesse de Ron. Madame Valsamaki avait invité
chez Madame Hélène Métaxin en Grèce, à Athènes, des personnalités éminentes du monde des lettres grecques, afin de leur annoncer l'édition et les objectifs de la revue. Ils répondirent à son invitation et constituèrent la commission athénienne. Les écrivains Aninos, Arcas, Christomanos, Karkavitsas, Kondylákis, Mélas, Nirvanas, Palamas, Polémis, Porphyras, Rosinis, Souris, Xenopoulos, l'ex-ministre Bassias, Tsokopoulos, Papadiamandis, Moraïtidis, l'éminent professeur Andreas Andreadis, un éminent juriste de Corfou, et Kalliroi Parène, une femme parmi d'autres, directrice de l'éphéméridos Tonkyrion. Nous observons que la plupart des noms des collaborateurs sont incomplets, les prénoms n'y figurant pas toujours. Jean Parisi est mentionné comme étant le directeur de Grécia. JX, les initiales JX, répondent au rédacteur et Jean Dorget est le secrétaire. Les collaborateurs de la rédaction, parmi d'autres, sont Andreadis, Papandoniou, Valsamaki, le directeur de la revue du temps présent, Kajar. Le premier numéro de Grécia, 1er mai 1910, se place sous l'égide littéraire de Juliette Adam, épouse du sénateur Edmond Adam et grande amie de la Grèce. Une femme intellectuelle de l'époque, célèbre dans les milieux parisiens, dont le salon jouissait d'une grande considération. Fondatrice aussi de la nouvelle revue dirigée par Rodokanakis. Sur la couverture, on trouve à gauche la devise « Pour la patrie », ça va ? Pour la patrie et pour la beauté. C'est ça la devise, pour la patrie et pour la beauté. La revue porte le sous-titre « Organes du monde grec et philhellène, lettres et arts français ». Sont également mentionnés les centres d'intérêt de ces éditeurs, la critique, la documentation, les questions sociales, l'actualité grecque et internationale. En bas, elle porte l'indication « Revue mensuelle illustrée », suit le prix de la revue en France, à l'étranger et aux deux Amériques, ainsi que l'adresse de la rédaction et des bureaux. 41, boulevard Saint-Germain. En première page, on retrouve toujours un tableau synoptique des collaborateurs. L'image présente un jeune homme qui pleure, agenouillé, devant Athéna Palace, qui se trouve debout devant l'acropole. Juliette Adam signe le manifeste. Et parmi d'autres, comme nous venons de dire, encore une fois, dans la première revue de mai, nous trouvons aussi Hubert Pernaut, qui occupera par la suite la chaire d'études néo-helléniques à la Sorbonne. En terminant la description de la revue, je mentionne le supplément intitulé Grécia Journal, qui comprend une rubrique réservée à l'actualité, une chronique économique, des informations et des renseignements sur les mondanités, la mode, etc. Dans son avertissement, la revue souligne qu'elle s'abstient de toute considération de parti politique et qu'elle accepte toute opinion et forme artistique à condition qu'elle émane d'un art sincère ou d'un réel intérêt pour l'objectif qu'elle s'est posé. Les auteurs prennent l'entière responsabilité de leurs articles. Le manifeste de Grécia. Dans les premières pages du premier numéro,
son manifeste de Grecia, figure sans titre, signé par Juliette Adam, alias Lambert Vassili. Il s'agit d'un texte écrit dans un style personnel, plein d'admiration pour la grandeur de la Grèce antique et d'un esprit visionnaire pour la mission du nouvel hellénisme. Je vous en cite quelques passages. Nul n'a plus aujourd'hui le droit de douter de la future Grèce épaulée à l'ancienne. Athènes est redevenue la ville sacrée. Sa puissance psychique se dégage pour l'étranger qui la parcourt et s'efforce de la pénétrer. De l'antique Parthénon, j'ai fait mon acte de foi dans les destins nouveaux de la Grèce. Il faut qu'une renaissance comparable à la Renaissance italienne se prépare en Grèce et que par son éclat, elle impose à nouveau au monde la révélation homérique. Il y a quand même une phrase, n'est-ce pas, qui se réfère à la race blanche. La Grèce est le cerveau artistique de la race blanche. Il y a un intérêt particulier au passage qui d'abord se réfère à l'importance de l'esprit grec pour la France. Je cite, « Si nous voulons, nous Celtes et nous Latins, instruits et formés par la Grèce antique, échapper à la destruction de notre autonomie et intellectuelle et morale, il nous faut revenir au point central de la sphère, retourner en arrière vers la Grèce, vers son intellectualité, vers son art, vers ses principes, vers sa science. » Elle estime que la Grèce doit répondre à cette mission salutaire pour l'Europe. La Grèce pensante doit apprendre à la Grèce ignorante que la pensée grecque est en danger si l'âme populaire de l'Hellénie n'en redevient pas le sanctuaire. Juliette Adam termine son manifeste avec la certitude et la constatation que la femme grecque, je cite, est digne d'apporter son concours aux grandes œuvres de la régénération du génie national, à laquelle je me réjouis, dit-elle, de voir Grecia consacrer son effort. Fin de citation. Je ne commenterai pas ici le passage du manifeste qui se réfère à la race blanche, terme qui aujourd'hui est connoté négativement et qui se rattachait à l'époque aux idées de Gobineau et de Nietzsche. Mon propos ici n'est pas de commenter les idées de Juliette Adam, ce qui n'aurait pas de l'importance que dans la mesure où elle exprime de façon plus générale l'esprit de la revue. Dans cette optique, ce qui est particulièrement intéressant, c'est tout ce qui se rapporte à l'importance de la renaissance de la Grèce pour la France, car elles sont en relation avec les transformations politiques de l'époque, et à l'effort de la revue qui se consacre, je cite, au reverdissement du génie grec, pour reprendre les propos. Les lettres qui figurent dès le premier numéro dans la rubrique Grecia et le monde des lettres témoignent du retentissement que provoqua l'édition imminente de la revue. La première lettre est de Jean Moréas, décédé peu avant son édition. Suit la lettre de Dimitris Asteriotis, pseudonyme de l'écrivain Philéas Lebesgue, rédacteur au Mercure de France, et d'Adolphe Brisson, directeur des annales politiques littéraires, aussi des universitaires Georges d'Almeida, Hollard, des membres de l'Institut Henri Vell Joseph Renac,
des académiciens Anatole France, Mézières, Richepin, ainsi que d'autres parmi lesquels figure, bien sûr, Juliette Adam, de qui je cite « Ajouter au culte de ma patrie ancestrale, aimer servir la Grèce, ajouter au culte de ma patrie maternelle, aimer servir la France, sont deux grandes passions qui dominent ma vie. On le sait, et on me trouve toujours ou ardemment ému de ce que souffrent la Grèce et la France, debout pour les défendre, mais glorifier en même temps toutes les deux dans un même organe, parler d'elles et les exalter à la même tribune, c'est le rêve réalisé. Je suis donc dame française et grecque avec vous. L'enthousiasme, l'élan pour la civilisation antique inégalable et la vitalité de la Grèce nouvelle imprègnent ces lettres qui sont une sorte de croisade pour le soutien de l'hellénisme. Nombreux sont ceux qui deviendront membres de la commission de Grécia et collaborateurs de la revue. J'analyserai maintenant les trois axes de la thématique de Grécia. 1. Textes littéraires et leurs auteurs, c'est-à-dire critique, la question de la langue, la vie artistique, la musique, art plastique. 2. Les questions sociales qu'elle commente et les rédacteurs de ces articles. 3. Questions politiques, nationales, qui, à partir de la fin de 1911, retiennent toute son attention. Le texte littéraire, n'est-ce pas? Le cercle des romanciers et des poètes qui collaborent avec la revue est large et assez représentatif. L'objectif qui se fixe est la promotion de la littérature hellénique, du théâtre et de la chanson populaire, démotique. Nous ne nous attarderons pas ici sur la valeur artistique des textes, les tendances littéraires de l'époque ou le climat qui se forme dans ces pages. Je vous citerai uniquement quelques noms des hommes de lettres et, à titre indicatif, certains de leurs textes traduits. Ροίδης, Εφταλιώτης, Καρκαβίτσας, Παλαμάς, Παπαδιαμάντης, Ξενόπουλος, Βικέλας, Δροσίνης, Τσοκόπουλος, Βλαχογιάννης, Ψυχάρης, Νιρβάνας, Μίτσος Χατζόπουλος, Ράδος, Καμπούρογλου, Κρυστάλης et d'autres ont publié intégralement ou en feuilleton des nouvelles, des récits et des extraits de romans. On constate que toute la littérature de l'époque défile dans ces pages. Dans la rubrique de la revue intitulée « Chefs-d'œuvre néohelléniques » sont publiés en feuilleton La Tuesse de Papadiamandis, première traduction préfacée de Juliette Adam, Yanos Charissis d'Eftaliotis, La mort du Palicare de Palamas, La fête à Castritza de Crystallis, Milea de Roïdis. Les traducteurs sont, qui collaborent avec la revue, entre autres Phileas Lebesque, pseudonyme, n'est-ce pas, Asseriotis, Hubert Pernot, Louis Roussel de l'École d'archéologie d'Athènes, Eugène Clément, qui devient le traducteur représentatif de la Grécia, entre autres, il traduit l'hymne national de Solomos. Grécia entreprend des éditions d'œuvres qui constitueront la bibliothèque des œuvres helléniques contemporaines. La préface du premier titre, La Tueuse, comme je vous ai dit, est de Juliette Adam, et la critique est de Palamas. Parmi les œuvres éditées, il faudra noter La poupée de cire de Christomanos, Contes et nouvelles de Roïdis, Lettres pour la Révolution française de Coraïs et d'autres. Grécia considère ces éditions
auxquels viendront s'ajouter des collections d'artistes grecs contemporains, une, je cite, motivation vivante pour l'étude de la littérature et de l'art néohellénique à l'aube du XXe siècle. La poésie dans Grecia est représentée par Valaoritis, Allokostas, Moreas, Kippis, Christomanos, Souris, Solomos, et comme je viens de dire, n'est-ce pas, traduit par Eugène Clément, c'est la deuxième édition de l'hymne national, la première a eu lieu au XIXe siècle. Mais la critique n'est pas l'axe principal de la revue. Nous remarquons la présence de Xenopoulos et de Palamas, qui écrivent dans la partie les études littéraires. Lascaris avec Xenopoulos tiennent la rubrique de l'actualité théâtrale. Dans le numéro de janvier 1911, Grecia signale l'absence d'un essai littéraire qui constituerait le début de la rédaction d'une histoire de la littérature néohellénique. En Grèce, il n'y a pas d'essayiste et on ne peut pas comme ça commenter, présenter la littérature. Elle se réfère au premier, selon elle, essai littéraire paru en Grèce. Un, celui de Bassias sur l'écrivain italien José Carducci, et deux, de Daskalakis sur Byron. Un autre objectif de Grecia était de déceler la présence de l'hellénisme dans des œuvres d'écrivains français, telles les études Lord Byron en Grèce, Gobineau le Philhellène, Voltaire et les Grecs, Flaubert et la pensée hellénique, Henri Rochefort, l'ami de la Grèce, Henri Weil, un grand helléniste, la jeunesse française et l'hellénisme, ainsi que la collection, l'hellénisme de La Fontaine, l'hellénisme de Barès, l'hellénisme de Mistral, de Bourdelle, etc. Nous terminons cette présentation avec une collection sur les Evergettes, qui, paraît-il, reçut un accueil très positif de la presse française. Nous notons qu'à travers les études citées, Grecia tente d'orienter son public favorablement vers l'incomparable civilisation antique, tout en s'efforçant de créer une motivation pour le soutien et le redressement, on dirait, la renaissance internationale de la Grèce contemporaine. Le premier article pour l'ouvrière grecque, en avril 1914, qui note la fondation de l'Union des ouvrières. Le mouvement féministe gagne du terrain. Nous avons une école dominicale des ouvrières. Une importance particulière est accordée aux sujets nationaux. Les questions balkaniques sera le titre d'un article sans signature en 1911, le numéro 28 de l'an 1913, entièrement consacré aux questions balkaniques avec des textes de Nirvanas sur les Balkans, tandis que dans le numéro 31, Rados répond vigoureusement à l'article anti-hellénique de l'académicien Pierre Loti dans le journal Le Matin, où le dernier s'insurge contre les Gaours et se prononce pour les Turcs. Ce troisième axe d'intérêt des éditeurs comprend des études sur la question de la Macédoine, de l'Albanie, de la guerre en Épire, et à partir de 1912, des analyses politiques deviennent plus systématiques. Notons également la question des îles de l'archipel, la mer Égée, et ces problèmes, tout à fait dans l'actualité, n'est-ce pas, de Karapanagiotis, les Grecs d'Épire, les droits de la Grèce en Épire, la grande idée, le partage de la Macédoine.
La grande tradition grecque bordel, dont les mariages avec la grecque Cléopatra Sévastopoulou avaient été déjà annoncés dans un numéro précédent. La Grèce et la question albanaise, et d'autres. Un groupe de collaborateurs éminents, d'historiens remarquables, de militaires, de diplomates a été mobilisé pour contribuer à l'information de l'opinion politique européenne grâce à leurs études et leurs analyses. Certains noms, le colonel Bujac, l'historien Rados, Gustave Dalmont, Henri Villemont. En ce qui concerne l'information de l'opinion grecque sur la situation de la Grèce à l'époque, je vous annonce, n'est-ce pas, cette édition, c'est une traduction de 3 textes, très importants à mon avis. C'est Coraïs en français, Stendhal et Chateaubriand sur la renaissance de la Grèce, une traduction à moi, éditée par les maisons d'édition Nissos l'année passée. Selon sa coutume, Grèce entame un programme d'édition des volumes suivants, la guerre gréco-bulgare, la guerre gréco-turque, avec les armées grecques de Bourdon, Elefthérios Venizelos, sa vie et son œuvre de Kérophilas, la Pinacothèque nationale de la Grèce. En concluant, dans l'histoire de nos lettres, l'édition de la revue Graecia est très importante, surtout dans le contexte donné de l'époque. Nous soulignons son choix déclaré pour une revue purement littéraire, en défendant la valeur de l'art selon sa devise « pour la patrie et pour la beauté ». Pourtant, son orientation est clairement en faveur de Venizelos, qui exprime l'idéologie de la classe bourgeoise. D'autre part, elle se présente ignorer peut-être intentionnellement quelques thèses sociales qui ont été formées, qui ont formé un mouvement socialiste, celle de Skyros, de Picros, et d'ailleurs la revue Noumas déjà publiait, comme nous le savons, une multitude d'articles sur le socialisme. L'intérêt des éditeurs et de ses collaborateurs se focalise sur des questions littéraires, économiques et sociales. Elle ne manque pas de rappeler que sa mission est d'être un moyen de diffusion des lettres et des arts néohelléniques, d'exprimer le philhellénisme français et de défendre les intérêts nationaux. Son objectif principal est de faire le point sur la Nouvelle-Grèce, de souligner ses progrès et sa modernisation. De 1911 à 1914, ces sujets dominent dans ces pages aux côtés des questions nationales. Je vous remercie.